Exclusif, bataille navale, secrète, missiles, volants. Le soleil se levait à peine sur les eaux troubles de la mer de Chine méridionale quand le commandant Marcus Johnson sentit que cette journée serait différente de toutes les autres. Debout sur la passerelle du USS Princeton, ses mains expertes agrippaient la rambarde métallique tandis que ses yeux scrutaient l'horizon brumeux. L'air était lourd d'une tension électrique qui faisait frissonner même les marins les plus aguerris. Marcus, un homme de 42 ans, aux tempes grisonnantes et au regard perçant, portait le poids de 20 années de service naval sur ses épaules carrées. Son uniforme impeccable ne trahissait rien de l'anxiété qui rongeait son estomac depuis l'aube. « Commandant, nous recevons des signaux inhabituels », annonça l'officier de quart, sa voix tremblant légèrement. Les écrans radars clignotaient de points lumineux qui se rapprochaient dangereusement de leur position. Marcus savait que ces points n'étaient pas des exercices de routine. La guerre froide moderne venait de prendre une tournure brûlante dans ces eaux disputées. À bord du destroyer chinois Kunming, le capitaine Wei Chen observait les mêmes écrans avec une détermination glaciale. Ses ordres étaient clairs: maintenir la souveraineté chinoise dans ses eaux territoriales revendiquées. Wei était un homme mince aux traits angulaires, dont les yeux noirs reflétaient une intelligence redoutable et une loyauté inébranlable envers sa patrie. Diplômé de l'Académie navale de Dalian, il avait gravi les échelons grâce à sa capacité à prendre des décisions rapides sous pression. Ses subordonnés le respectaient autant qu'ils le craignaient, car il savait qu'il n'hésiterait jamais à sacrifier sa propre vie pour l'honneur de la Chine. « Capitaine, le groupe aéronaval américain maintient sa trajectoire », rapporta son officier radar. Wei hocha la tête, ses doigts tambourinant, silencieusement sur la console de commandement. Il connaissait les règles de cet engagement mortel. Le premier à cligner des yeux perdrait la face devant le monde entier. Activez le radar de conduite de tir, ordonna-t-il d'une voix calme qui masquait la tempête qui grondait dans sa poitrine. Sur le USS Princeton, les alarmes se mirent à hurler comme des banshees électroniques. Marcus sentit son sang se glacer quand il comprit la signification de ces signaux stridents. « Commandant, le destroyer chinois nous a verrouillés avec son radar de conduite de tir !» cria l'officier de guerre électronique. Le silence qui suivit cette annonce fut plus assourdissant que toutes les alarmes réunies. Marcus savait que ce geste constituait un acte d'agression directe, une déclaration de guerre non déclarée. Ses années d'entraînement prirent le dessus sur l'adrénaline qui coursait dans ses veines. Transmettez immédiatement aux Nimitz, nous sommes en situation de menace réelle, ordonna-t-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait déjà frôlé la mort en mer. Les communications radio crépitèrent de messages urgents, tandis que l'information remontait la chaîne de commandement à la vitesse de l'éclair. À bord du porte-avions USS Nimitz, l'amiral Sarah Thompson reçut le rapport avec un mélange de colère froide et de détermination professionnelle. Cette femme de 55 ans, première femme afro-américaine à commander un groupe aéronaval, avait brisé tous les plafonds de verre de la marine américaine. Son parcours exceptionnel, depuis les quartiers défavorisés de Détroit jusqu'aux plus hautes sphères du commandement naval, avait forgé en elle une résilience à toute épreuve. « Scramble tous les appareils disponibles !» ordonna l'amiral Thompson, sa voix résonnant dans le centre de commandement du Nimitz. Les sirènes d'alerte générale déchirèrent l'air, tandis que les pilotes couraient vers leurs appareils. Sur le pont d'envol, le chaos organisé de la guerre moderne se déployait avec une précision chirurgicale. Les F divisés par ADX-8E, divisés par F Super Hornet, rugissaient comme des bêtes métalliques assoiffées de combat. Les EADX-8 Growler, ces prédateurs électroniques, se préparaient à aveugler les radars ennemis. Le lieutenant-colonel James Thunder Washington, pilote d'élite aux commandes de son Super Hornet, sentait son cœur battre au rythme des réacteurs qui s'embrasaient.
Fils d'un pasteur de Harlem et d'une institutrice, James avait toujours rêvé de voler plus haut que les gratte-ciel de son enfance. Ses mains expertes vérifiaient une dernière fois ses instruments, tandis que les mécaniciens finalisaient les préparatifs de décollage. « Thunder, vous êtes autorisé au décollage. Bonne chasse », grésilla la radio. L'avion s'élança sur la catapulte avec la force d'un ouragan domestiqué. Du côté chinois, le porte-avions Shandong libérait ses propres guerriers ailés. Les J-15 Flying Shark décollaient en formation serrée, leurs pilotes déterminés à défendre l'honneur de leur nation. Le major Liu Feng, as de l'aviation navale chinoise, dirigeait cette escadrille avec la précision d'un maître d'échecs. Ses yeux perçants scrutaient les écrans de son cockpit, tandis qu'il coordonnait l'interception des appareils américains. Escadrille Dragon, maintenez la formation. L'ennemi approche par le nord-est, transmit-il à ses ailiers. Dans les airs, les deux forces se rapprochaient inexorablement, comme deux nuages d'orage prêts à se percuter. Les pilotes des deux camps savaient que cette rencontre déterminerait l'équilibre des forces dans cette région stratégique. Marcus, depuis la passerelle du Princeton, observait ce balai mortel se dérouler sur ses écrans radars. Chaque point lumineux représentait un pilote, un homme ou une femme avec une famille, des rêves, des peurs. Pourtant, la logique impitoyable de la guerre moderne ne laissait aucune place aux sentiments. L'affrontement aérien éclata avec la violence d'un orage tropical. Les missiles air-air sifflaient dans le ciel comme des serpents de métal et de feu. James Thunder Washington manœuvrait son Super Hornet avec l'agilité d'un faucon, évitant de justesse un missile chinois qui explosa à quelques mètres de son appareil. Thunder à base, j'ai un J-15 en visuel. Demande autorisation d'engagement, transmit-il, sa voix tendue par l'adrénaline. Autorisation accordée. Éliminez la menace, répondit la tour de contrôle du Nimitz. Le missile AIM-120 AMRAAM quitta son pylône dans un rugissement de flammes. Quelques secondes plus tard, le J-15 chinois explosa dans une boule de feu orange qui illumina brièvement le ciel matinal. Cette première destruction marquait le franchissement d'une ligne rouge invisible mais fatale. La guerre n'était plus une menace lointaine, elle était devenue une réalité sanglante. La réponse chinoise ne se fit pas attendre. Le capitaine Wei Shen, depuis son destroyer, lança la première salve de missiles surface-surface vers le groupe aéronaval américain. Missiles, entrant, « Tous les navires! Mesure d'évasion !» hurla l'officier de détection du Princeton. Marcus sentit son estomac se nouer tandis que son navire virait brutalement pour éviter les projectiles mortels. Les systèmes de défense américains s'activèrent avec une précision robotique. Les missiles SM-6 et ESSM jaillirent de leurs silos verticaux comme des geysers de destruction. Le ciel s'embrasa d'explosions multiples, tandis que les défenses interceptaient la plupart des missiles chinois. Mais pas tous. Un missile anti-navire chinois perça la barrière défensive et frappa le destroyer USS Harley-Burke. L'explosion déchira la coque du navire, projetant des fragments de métal et des flammes dans toutes les directions. Marcus vit avec horreur des marins américains sauter à l'eau pour échapper aux flammes qui dévoraient leurs navires. L'amiral Thompson, témoin de la destruction de l'un de ses navires, sentit une rage froide l'envahir. Ses hommes mouraient sous ses ordres, et chaque seconde de retard pourrait coûter d'autres vies. Toutes les unités, engagement libre. Répétez, engagement libre, ordonna TL, sa voix portant le poids de la responsabilité ultime. La bataille navale atteignit son paroxysme quand les Chinois lancèrent leur seconde vague d'attaque. Cette fois, ils utilisèrent des missiles mer-mer, volant en rase-motte, des serpents métalliques qui filaient à quelques mètres au-dessus des vagues. Ces projectiles, presque invisibles au radar jusqu'au dernier moment,
représentaient la menace la plus mortelle pour les navires américains. Marcus, sur le Princeton, regardait avec fascination et terreur ces missiles approcher comme des requins électroniques. « Temps d'interception ? 15 secondes !» cria l'officier de tir. Les systèmes de défense rapprochés Phalanx entrèrent en action, crachant des milliers de projectiles à l'uranium appauvri. Le bruit était assourdissant, comme si les dieux de la guerre eux-mêmes déchiraient le tissu de la réalité. Tandis que la bataille faisait rage en surface, une menace invisible glissait dans les profondeurs océaniques. Le USS Virginia, sous-marin d'attaque de classe Virginia, avait navigué en silence pendant des heures pour atteindre cette position stratégique. À son bord, le commandant David Ghost Rodriguez dirigeait son équipage avec la précision d'un chirurgien. Cet homme de 45 ans, d'origine portoricaine, avait grandi dans les rues difficiles de San Antonio avant de trouver sa vocation dans les profondeurs marines. Son surnom Ghost lui venait de sa capacité légendaire à manœuvrer son sous-marin sans être détecté par l'ennemi. « Commandant, nous avons le porte-avions chinois en visuel sonar. Distance 3000 mètres, chuchota l'officier sonar. David savait que ce moment définirait l'issue de la bataille. Un seul torpille bien placé pourrait couler le Shandong et ses 3000 marins. Mais il savait aussi que cette action déclencherait une guerre totale entre les deux superpuissances. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il pesait le poids de cette décision historique. « Remontée d'urgence! Toute vitesse !» ordonna David, prenant la décision la plus audacieuse de sa carrière. Le Virginia remonta des profondeurs comme une baleine géante, ses ballastes se vidant dans un rugissement d'air comprimé. À la surface, l'apparition soudaine du sous-marin américain à quelques encablures du porte-avions chinois créa un choc psychologique immense. Sur le pont du Shandong, les marins chinois regardaient avec stupéfaction cette masse noire et menaçante qui venait de surgir des abysses. Le capitaine Wei Shen, depuis son destroyer, comprit immédiatement les implications de cette manœuvre. Le sous-marin américain était en position de couler le porte-avions chinois en quelques minutes. Mais sa présence révélée signifiait aussi qu'il devenait vulnérable aux contre-attaques. C'était un pari suicidaire qui changeait complètement la donne stratégique. « Toutes les unités, cessez le feu immédiatement !» ordonna Wei, sa voix portant une autorité désespérée. Il savait que la continuation du combat signifierait la destruction mutuelle assurée. Un silence irréel s'abattit sur le champ de bataille maritime. Les deux flottes se faisaient face comme des gladiateurs épuisés. Leurs armes encore fumantes, mais leurs doigts écartés des gâchettes. Marcus, sur le Princeton, sentait la sueur froide couler dans son dos, tandis qu'il réalisait à quel point ils avaient frôlé l'apocalypse. L'amiral Thompson, depuis le Nimitz, établit une communication directe avec son homologue chinois. « Amiral Chen, ici l'amiral Thompson. Nous proposons un cessez-le-feu immédiat et le retrait mutuel de nos forces, » transmit-elle en chinois, langue qu'elle avait apprise durant ses études à l'Académie navale. La réponse chinoise tarda plusieurs minutes, chaque seconde s'étirant comme une éternité. « Amiral Thompson, ici l'amiral Chen. Nous acceptons votre proposition. Nos forces se retireront simultanément, » répondit finalement la voix chinoise. James Thunder Washington, encore dans son cockpit au-dessus de la zone de combat, sentit ses mains trembler de soulagement. Il avait survécu à son premier engagement réel, mais il savait que cette expérience le hanterait pour le reste de sa vie. Dans les heures qui suivirent, les deux flottes se séparèrent lentement, comme des boxeurs épuisés regagnant leurs coins respectifs. Le USS Harley Burke, gravement endommagé, était remorqué vers la base navale de Guam par ses navires frères. Ses survivants, couverts de suie et de sang, regardaient l'horizon avec des yeux hantés par ce qu'ils venaient de vivre. Marcus, dans sa cabine du Princeton, rédigeait son rapport de mission
d'une main encore tremblante. Comment décrire en mots froids et techniques l'horreur de voir des hommes mourir dans les flammes? Comment expliquer à des bureaucrates en costume la réalité brutale de la guerre moderne? L'amiral Thompson, elle aussi, faisait face à ses propres démons. Cette femme, qui avait brisé tous les plafonds de verre de la marine, se retrouvait confrontée à la plus lourde responsabilité, celle d'avoir mené ses hommes au bord de l'abîme. Elle pensait aux familles qui recevraient bientôt des nouvelles tragiques, aux enfants qui grandiront sans père, aux épouses qui pleureront leur mari disparu. David Ghost Rodriguez, de retour dans les profondeurs sécurisantes de l'océan, contemplait la décision qu'il avait prise. Son émergence spectaculaire avait être sauvé des milliers de vies en forçant l'arrêt des combats. Mais elle avait aussi révélé la position de son sous-marin, compromettant des années de développement technologique secret. Il savait que sa carrière ne serait plus jamais la même après cette mission. Les enquêtes, les commissions, les interrogatoires l'attendaient au retour. Pourtant, en regardant les visages soulagés de son équipage, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Parfois, un commandant doit choisir entre sa carrière et sa conscience. David avait choisi sa conscience, et il pourrait dormir en paix malgré les conséquences. Du côté chinois, le capitaine Wei Chen faisait face à ses propres questionnements. Il avait obéi aux ordres, défendu l'honneur de sa patrie, mais à quel prix? 3 semaines après l'incident, Marcus Johnson se tenait sur le pont du Princeton, ancré dans le port de Pearl Harbor. Les réparations du navire étaient terminées, mais les cicatrices psychologiques de l'équipage prendraient bien plus de temps à guérir. Ils regardaient les jeunes marins vaquer à leurs occupations quotidiennes, remarquant dans leurs yeux cette gravité nouvelle que seul le combat peut apporter. Ces hommes et ces femmes n'étaient plus les mêmes qu'avant cette fatidique journée en mer de Chine. Ils avaient regardé la mort en face et survécu pour raconter leur histoire. L'amiral Thompson, promu depuis à un poste au Pentagone, utilisait son expérience pour réformer les protocoles d'engagement naval. Elle savait que cette confrontation n'était qu'un avant-goût des défis futurs. Les tensions géopolitiques ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, et d'autres Marcus, d'autres James, d'autres David devraient faire face au même dilemme mortel. Son rôle était maintenant de s'assurer qu'il soit mieux préparé que ne l'avait été sa génération. Épilogue. L'horizon Incertain Six. Mois plus tard, Marcus Johnson commandait toujours le USS Princeton. Mais son regard sur l'océan avait changé. Il savait que sous ces eaux apparemment paisibles se cachaient des tensions qui pourraient exploser à tout moment. La ligne de démarcation entre la paix et la guerre était plus mince qu'un fil de rasoir, et il suffisait d'un geste mal interprété pour basculer dans l'abîme. Les médias avaient rapidement oublié cet incident, classé comme exercice naval de routine dans les communiqués officiels. Mais ceux qui l'avaient vécu savaient la vérité. Ils avaient frôlé la Troisième Guerre mondiale. James Thunder Washington continuait à voler, mais ses nuits étaient hantées par l'image du J-15 chinois explosant sous son missile. Il se demandait souvent si le pilote ennemi avait eu le temps de penser à sa famille avant la fin. David Ghost Rodriguez avait été muté à un poste administratif, officiellement pour réorganisation des forces sous-marines. Officieusement, tout le monde savait que sa carrière opérationnelle était terminée. Il ne le regrettait pas. Du côté chinois, le capitaine Wei Chen avait été décoré pour sa bravoure, mais lui aussi portait le poids de cette journée. Il savait que la prochaine fois, la chance pourrait ne pas être au rendez-vous. L'océan gardait ses secrets, mais les hommes qui naviguaient sur ces eaux savaient que la paix n'était qu'une illusion fragile. Quelque part dans les profondeurs de la mer de Chine méridionale, les courants continuaient leur danse éternelle, indifférents aux ambitions humaines. Mais à la surface, les navires de guerre continuaient leur patrouille, leurs équipages vigilants, sachant que l'horizon pouvait s'embraser à tout moment. Car dans ce monde où les superpuissances se disputent chaque mille carrés d'océan, la ligne de démarcation entre la paix et la guerre
reste à jamais incertaine, et quelque part, un nouveau Marcus Johnson scrute l'horizon, se demandant si aujourd'hui sera le jour où tout basculera. L'histoire se répète, mais les hommes qui la vivent espèrent toujours qu'elle s'arrêtera avant le point de non-retour. Pourtant, dans les profondeurs de leur cœur, ils savent que ce n'est qu'une question de temps. L'océan attend, patient et immuable, témoin silencieux des folies humaines. Et la ligne de démarcation continue de trembler sous la pression des ambitions nationales, fragiles comme un château de cartes dans la tempête de l'histoire moderne.